Mesdames et messieurs, je vous avais annoncé la semaine dernière que nous allions quitter notre Terre et nous allons le faire de manière certainement bien plus agréable que la façon que nous promet Jeff Bezos ou Elon Musk. Nous n'aurons pas à nous préparer pendant des mois et des mois à supporter les voyages intersidéraux. Non, nous les ferons en restant ici, sur place, grâce à la présence de la professeure Anne Verham du département d'astrophysique de notre université, qui nous a fait la grande gentillesse de venir aujourd'hui nous parler des limites, comme vous vous y attendez, puisque c'est notre cours, mais des limites de l'univers. Donc nous allons partir avec elle aux confins de l'univers et bouclons nos ceintures, nous partons. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Donc je vais essayer aujourd'hui effectivement de vous parler des limites de l'univers. Et en fait, j'ai essayé de vous présenter ce que les astronomes de 2023 pensent savoir, donc les faits observationnels, et puis le modèle qui contient des hypothèses et des théories qui sont peut-être moins sûres ou qui sont des conjectures encore. Donc alors moi, mon sujet d'étude, c'est pas tout à fait les limites de l'univers, c'est la formation et l'évolution des galaxies. Donc je suis spécialiste de l'astrophysique des galaxies. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'est plutôt le travail que mes collègues cosmologues ou cosmologistes, les deux mots sont possibles, réalisent. Et alors eux, ils utilisent les galaxies pas comme sujet d'étude, mais comme traceurs de la distribution de la matière et de l'énergie dans l'univers. Et donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc ce que les cosmologistes pensent comprendre de l'histoire de l'univers est résumé sur ce petit schéma. Donc c'est une fresque temporelle. Donc on imagine que l'univers a eu un commencement, ce qui est déjà une étape importante conceptuellement, et qu'il a environ 13,8 milliards d'années d'après les dernières mesures. Et un fait vraiment très important, c'est que cet univers est en évolution. Donc contrairement à ce qu'on pensait seulement une centaine d'années plus tôt, l'univers, au jour d'aujourd'hui, on a vraiment des faits établis, des preuves observationnelles que l'univers est en évolution. L'univers n'est pas simplement éternel, infini, statique. L'univers est en mouvement. Et donc je vous propose de vous décrire comment on le sait. Donc les preuves observationnelles de ce que j'avance ici. Et donc sur ce schéma, il y a les différentes étapes importantes de l'évolution de l'univers et que je vais vous présenter au fur et à mesure de la présentation. Donc à propos des limites de l'univers, j'ai essayé de réfléchir, de les diviser en différentes catégories. Donc il y a d'abord une limite observationnelle donc, que je vais vous présenter, qui fait qu'on est limité par un horizon, qui fait qu'on ne peut pas observer l'univers dans son entièreté. Ensuite, je vais vous présenter ce qu'on pense savoir du début et de la fin de l'univers, et des différents constituants ou des différents composants de l'univers. Et puis ensuite, j'aurai quelques réflexions sur les limites de nos modèles, ou même les limites de la démarche scientifique quand il s'agit d'étudier, de s'intéresser à un seul univers, puisque par définition, l'univers est unique, puisqu'il contient tout. Et or, a priori, la démarche scientifique, c'est plutôt quand on peut expérimenter, tester. Or, on n'a qu'un seul objet d'étude, et en plus, on en fait partie. Donc c'est pour moi un peu
deux limites qui font que l'étude scientifique de l'univers a des limites inhérentes. Bref. Alors, la limite observationnelle. Alors, cette limite, elle est vraiment très stricte et elle vient du fait que la lumière se déplace à une vitesse finie. Quand on allume la lumière, on a l'impression qu'elle s'allume instantanément, mais en fait, la lumière a une vitesse qui est très grande, mais pas infinie. Donc elle se déplace à près de 300 km par seconde. Et c'est une des constantes fondamentales de la physique. 300 000 km par seconde, absolument. C'est déjà un chiffre astronomique. C'est le premier, vous allez voir ce soir. Et en fait selon la théorie de la relativité générale, formulée par Einstein, c'est une barrière infranchissable. Aucun objet de l'univers ne va plus vite que la lumière. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on a détecté, rien ne va plus vite que la lumière. Et alors ça limite notre capacité à observer l'univers. Est-ce que vous voyez pourquoi ? Pourquoi est-ce que le fait que la vitesse de la lumière n'est pas infinie nous empêche d'observer jusqu'aux confins de l'univers ? Il y a un delta temps entre le moment où la lumière est émise et nous arrive. Exactement. Parce que du coup, on voit toujours avec un décalage. Et si l'univers a un âge, on ne pourra pas voir plus loin que le temps de parcours de la lumière qui est égal à cet âge de l'univers. Voilà, notre capacité à observer l'univers est limitée par la vitesse de la lumière, ce qui signifie que nous ne pouvons pas voir plus loin que la distance que la lumière a parcourue depuis le Big Bang. Et ça, cette limite observationnelle a un joli nom qui s'appelle l'horizon cosmologique. Alors, pour avoir un ordre de grandeur de ce que ça veut dire qu'on voit toujours avec un décalage, par exemple, 300 000 km, c'est presque la distance Terre-Lune. Ça veut dire que la lumière émise par la Lune met 1 seconde à arriver sur Terre. Donc c'est rapide, la lumière est vraiment rapide. Mais quand même, on voit toujours la Lune avec 1 seconde de retard. Et étant donné que le Soleil, par exemple, est à 150 millions de kilomètres de la Terre, la lumière met 500 secondes à nous arriver, c'est-à-dire un peu plus de 8 minutes. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous observez le Soleil, il ne faut pas faire ça, il faut mettre au moins des lunettes. Mais par exemple, quand vous regardez un coucher de soleil, en fait, ça fait déjà 8 minutes que le soleil est couché. Vous voyez toujours le soleil avec 8 minutes de décalage. Alors, donc ça, c'est vraiment l'environnement très très proche de la Terre, mais comment ça se translate quand on essaye de regarder... par exemple, la planète la plus proche du système solaire est à 12 minutes-lumière, Mars, et l'étoile la plus proche de notre Soleil, l'étoile la plus proche de nous dans notre galaxie, est à 4 années-lumière. Ça veut dire qu'on la voit telle qu'elle était il y a 4 ans, quand les photons qu'on observe aujourd'hui nous arrivent enfin. S'il y avait un système solaire de l'autre côté de notre galaxie, vous savez qu'on vit dans une galaxie, donc c'est un système autogravitant d'étoiles, et il y a des milliards d'étoiles dans notre galaxie, et beaucoup semblables à notre Soleil, des plus massives, des moins massives, mais la majorité des étoiles ont à peu près la taille du Soleil. Donc si on imagine un système solaire à l'opposé de notre galaxie, qui nous observe, il nous verrait tel qu'on était il y a 52 000 années, il y a 52 000 ans. Alors du coup, quand on essaye d'observer, les cosmologistes, encore une fois, ils sont intéressés par observer le plus loin possible pour remonter l'histoire de l'univers. Alors ce fait que la vitesse de la lumière est finie, c'est aussi une chance, parce que ça nous permet du coup d'explorer le passé, un peu comme des archéologues. Et donc, plus on regarde une galaxie lointaine, plus on la voit telle qu'elle était quand l'univers avait jusqu'à des milliards d'années de retard. Donc cette quête pour trouver la galaxie la plus lointaine jamais observée, donc la galaxie la plus primordiale jamais observée, c'est en fait la spécialité de mes collègues à Genève. Et d'ailleurs, mon collègue Pascal alors, donc ça c'est les différents instruments que l'on utilise
Et grâce aux prouesses techniques ces dernières années, au cours des 20 ou 30 dernières années, on peut vraiment commencer à explorer l'enfance de l'univers, à voir la toute jeune enfance de l'univers. Donc les galaxies vraiment très lointaines. Donc grâce aux télescopes sur Terre, très grands télescopes qui font plusieurs dizaines de mètres 10 mètres de diamètre pour l'instant, on a pu détecter les premières galaxies vraiment lointaines. C'est-à-dire qu'on les voit telles qu'elles étaient quand l'univers avait seulement 6 milliards d'années. Et puis ensuite, on a été capable de construire des satellites, des télescopes sur satellite, pour pouvoir... Pourquoi est-ce que les astronomes font des trucs aussi compliqués que d'aller mettre leur télescope sur des satellites? Quelle est la motivation? Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas juste des télescopes sur Terre? Est-ce que vous avez une idée? Ah, vous m'entendez plus du coup quand je m'éloigne? Ah, pardon. Très bien, il faut me surveiller alors. Alors en fait, c'est parce que la Terre a une atmosphère et l'atmosphère est opaque. Vous savez bien que l'atmosphère nous protège des rayons UV du Soleil. Mais par contre, elle empêche les astronomes d'observer dans l'UV du coup. Donc si les astronomes veulent observer dans l'UV, ils sont obligés de construire un satellite et d'aller le mettre en orbite autour de la Terre, voire même encore plus loin, pour observer par exemple l'UV. En fait, il n'y a que le visible qui passe bien à travers l'atmosphère. Et c'est pour ça que nos yeux sont optimisés pour voir la lumière visible, qui est aussi la lumière principalement émise par le Soleil. Mais si on veut observer, les astronomes essayent d'observer tous les signaux possibles qui sont émis par les astres, et donc notamment toutes les couleurs de lumière, toutes les longueurs d'onde possibles, des ondes radio jusqu'aux rayons gamma. Et pour la plupart, à part les ondes radio et les ondes optiques qui sont détectables sur Terre, pour le reste, il faut envoyer des satellites. Et c'est pour ça que ces astronomies, ou les progrès qu'on a faits dans ces domaines, de l'UV, de l'infrarouge, sont récents. Parce que ça fait qu'une trentaine d'années qu'on a lancé les premiers satellites astronomiques. Et alors tout récemment, le satellite très célèbre qui nous a permis de faire plein de découvertes et de comprendre la formation et l'évolution des galaxies notamment, c'est le fameux satellite Hubble de la NASA. Et ça fait 30 ans qu'il vole. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait des observations extrêmement profondes du ciel. Ça veut dire qu'on observe très longtemps dans la même direction pour essayer de détecter ces galaxies lointaines. Évidemment, plus les objets sont lointains, moins ils sont brillants. Et donc, pour détecter ces galaxies lointaines, le premier challenge, c'est vraiment de récupérer quelques photons, de détecter du signal. Et donc, on fait des observations extrêmement profondes. Ça veut dire, pendant très longtemps, on regarde au même endroit pour essayer de détecter ces galaxies lointaines. Et mon collègue Pascal Hoesch, qui travaille à l'Observatoire de Genève avec moi, a détenu pendant 12 ans le record de la galaxie la plus lointaine jamais connue, qui porte le joli nom de GNZ11. En fait, on le dit toujours en anglais, donc c'est GNZ11. Et c'était la galaxie la plus lointaine jamais observée. Alors évidemment, du coup, elle n'est pas belle. La galaxie la plus lointaine jamais observée, c'est ce petit tache. En fait, c'est juste une tache, parce qu'elle est tellement loin qu'on ne la résout pas du tout. On ne voit pas de structure, on ne voit pas de jolis bras spiraux, on voit pas de... On voit juste... On la détecte. Mais on est sûr qu'elle est... Voilà. Lui, il avait estimé que c'était un très probable candidat à Redshift à 13... Les photons qu'on reçoit aujourd'hui sur Terre sont partis de cette galaxie il y a 13,4 milliards d'années. Oui, milliards, oui. 13,4 milliards d'années. Oui, vous avez une question ? Excusez-moi, c'est pour être sûr d'avoir bien compris quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Comme vous dites que ce que l'on voit est toujours en retard, on est bien d'accord à cause de la vitesse de la lumière. Donc, ce qu'on appelle actuellement le fond de l'univers, l'horizon cosmologique le plus lointain qu'on peut voir, donc qui est à 13, je ne sais plus combien de millions. Donc celui-là, il est déjà... Milliards.
Alors c'est très intéressant, mais c'est parce que l'univers est en expansion, et ça, j'en ai pas encore parlé. Effectivement, donc la lumière... Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. J'avais jamais pensé à ça sous cet angle-là, quand on dit les 13 milliards. Mais je me dis, mais alors, ça veut dire que forcément, il est beaucoup. Enfin, si on pense qu'il est en expansion, il est forcément beaucoup plus loin. Et que, d'après ce que vous dites, ce serait le temps de la lumière de tout fond de revenir pour qu'on voit comme il était avant. Voilà, donc la lumière, nous, on n'a pas le choix que de constater comment il était il y a 13,4 milliards d'années. Comment on sait qu'il est à cette distance-là? Ben parce que la lumière est décalée, donc c'est assez facile pour les astronomes de détecter la distance ou l'époque à laquelle les photons ont été émis. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, cette petite galaxie-là, elle ne ressemble plus du tout à ça. Peut-être c'est une grosse galaxie spirale comme notre galaxie. Et en plus, elle n'est plus à cette distance-là de nous, elle est bien plus loin parce que l'univers est en expansion. Mais ça je n'ai pas encore dit que l'univers est en expansion. C'est un... Ah, peut-être je l'ai dit, remarque, quand j'ai présenté. Ouais. Mais ça, on ne le verra jamais de toute façon, oui. Et alors très récemment, c'est-à-dire l'été dernier, notre nouvel instrument, notre tout nouveau satellite qu'on a envoyé a révélé ses premières images. Alors, ce satellite s'appelle le James Webb Space Telescope. Il a été à nouveau lancé coordonné par la NASA, mais c'est tout un consortium international qui construit ce genre d'instrument. Et donc, par exemple, les Européens ont construit le spectrographe. Bref, donc il est très brillant parce qu'il a le recouvrement des miroirs est en or. Donc c'est un télescope en or qu'on utilise maintenant pour détecter les galaxies les plus lointaines jamais observées. Et il a effectivement battu le record. Pardon, c'est pas celle-là que je m'attendais. Et alors, évidemment, le James Webb, une des premières choses qu'on lui a fait pointer, c'est cette fameuse galaxie GN-Z11, qui était la plus lointaine connue à l'époque. Et sauf que ce télescope est tellement puissant qu'il est capable de faire un spectre, donc de prouver définitivement que cette galaxie est effectivement à 13,3 milliards d'années et pas 13,4 comme pensait mon collègue, mais enfin il est quand même presque bon. Et alors vraiment là ce que vous voyez c'est un histogramme, un spectre, c'est la distribution de la lumière émise par cette galaxie dans les microns parce que le James Webb observe dans l'infrarouge. Et alors moi, c'est vraiment des photons qui ont traversé tout l'univers pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui et qui ont été émis quand cette galaxie était une galaxie bébé. Et c'est vraiment émouvant de voir qu'elle a toutes les caractéristiques auxquelles on s'attendait. C'est vraiment l'archétype de la galaxie telle qu'on espérait les voir. Donc avec un magnifique continu stellaire dans l'UV, bien bleu, et puis toutes les raies d'émission qu'on voit, c'est les raies du gaz, donc des atomes qui sont dans cette galaxie, qui nous permettent en mesurant le décalage de ces raies, de savoir exactement à quelle distance cette galaxie est. Et donc le James Webb ne s'est pas contenté de pointer vers cette galaxie-là, mais il a fait aussi une observation profonde qui nous a permis de pulvériser le record de la galaxie la plus lointaine jamais observée. Et donc celle-ci, donc c'est pareil, une petite tache bien rouge, c'est une galaxie à 13,6 milliards d'années. On est presque remonté à l'horizon cosmologique. Voilà, donc ça c'est un schéma de la galaxie la plus lointaine jamais observée par mes collègues à Genève, et maintenant avec le nouveau télescope, nouveau record battu, une galaxie encore plus lointaine. Ok, et on voit que c'est vraiment très important pour nous qui travaillons sur la formation et l'évolution, la formation des premières galaxies, de comprendre jusqu'à quelle époque les premières galaxies se sont formées. Et non, je ne vais pas rentrer dans les polémiques maintenant. Voilà, donc la première limite, quand on étudie l'univers, c'est cette fameuse limite observationnelle, qu'on appelle aussi l'horizon cosmologique. Et alors c'est ce qui est représenté ici sur cette jolie image
Alors, il y a énormément de détails dessus. Je ne sais pas si vous arrivez à voir quoi que ce soit, mais bref. Donc, il y a la Terre et l'atmosphère de la Terre qui est représentée là. Et puis, on passe à travers le système solaire et les différentes ceintures d'astéroïdes. Et là, on sort du système solaire. Là, on est au bord de notre galaxie. Et puis, les différentes galaxies autour de nous. Et des galaxies de plus en plus lointaines. Et on peut remonter jusqu'à l'horizon cosmologique qui est la distance qu'a parcourue la lumière depuis le Big Bang. Donc le fait que la vitesse de la lumière soit finie nous permet d'explorer le passé et donc d'étudier la formation et l'évolution des galaxies. Mais du coup, à cause de cette limite observationnelle, nous ne savons pas si l'univers est fini ou infini. La seule chose que nous savons, c'est que sa taille physique est plus grande que la portion qu'on observe. Mais il y a une chose dont on est certain, c'est que l'univers a une limite, pas dans l'espace, mais dans le temps. On a de très fortes indications de faits observationnels qui nous montrent que l'univers est en expansion. Et donc que probablement il a commencé. Si on remonte le temps, il y a un moment où l'univers était très dense et très chaud. Il y a eu un début de l'univers. Alors il y a deux faits observationnels qui attestent que l'univers n'est pas éternel et immuable et donc qu'il a eu un début. Donc c'est l'observation, que l'univers est en expansion. Et aussi le fait qu'il existe un rayonnement fossile créé lors de la création de tous les éléments de l'univers, qu'on appelle le Big Bang. Et ce rayonnement fossile est détecté aujourd'hui. Et donc je vais vous présenter comment on sait que l'univers est en expansion, et qu'est-ce qu'on sait sur ce rayonnement fossile, comment on l'a détecté, etc. Donc l'expansion de l'univers, c'est une histoire qui a été imaginée par Lemaître et observée par Hubble dans les années 1920. Dans les années 1920. Il s'est passé plein de choses au début du XXe siècle pour l'astronomie. Donc, au début de ce siècle, au début du siècle dernier, la plupart des scientifiques pensaient que l'univers était fixe et qu'il avait toujours été ainsi. Et puis, des astronomes ont remarqué que les galaxies, c'est-à-dire des ensembles autogravitants d'étoiles et de gaz, semblaient s'éloigner les unes des autres. Donc, dans les années 20, le Belge Lemaître et l'Américain Hubble ont proposé la théorie d'un univers en expansion pour expliquer le fait que les galaxies ont toutes l'air de s'éloigner les unes des autres. Et selon cette théorie, l'espace serait comme un ballon en train de grossir. Et donc, c'est pour ça que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et donc, si c'est un ballon en train de grossir, il devait donc bien avoir commencé, cette expansion devait bien avoir commencé à un moment. Pour se moquer de cette idée, donc le Big Bang, ça vient vraiment d'une boutade d'un physicien britannique qui ne croyait pas du tout à cette théorie et qui l'a surnommée Big Bang. Il faut bien voir que cette théorie d'univers en expansion, elle est quand même assez contre-intuitive. Quand on regarde le ciel, les astronomes jusqu'à présent étaient vraiment convaincus que l'univers était éternel et infini. Et pour s'imposer, cette théorie du Big Bang, qui est communément admise aujourd'hui, a dû vraiment présenter des faits. Disons, on n'est toujours pas sûr que c'est la vérité. De toute façon, c'est impossible de prouver qu'une théorie est vraie. La seule chose qu'on peut faire, c'est la mettre en défaut. Et puis cette théorie va aboutir à des prédictions. Si la théorie du Big Bang est vraie, alors il devrait y avoir un rayonnement fossile, alors l'univers devrait être en expansion, et ces deux choses sont vérifiées. En fait, c'est la meilleure théorie qu'on a actuellement qui explique tous les faits observationnels. Jusqu'à ce qu'un fait la mette en doute, et alors là, il faudra trouver autre chose. Les théories scientifiques ne sont pas éternelles, elles sont toujours à un instant donné. Et donc ce que je vous présente aujourd'hui, c'est ce que les cosmologistes pensent, c'est les conclusions auxquelles nous sommes arrivés en 2023. Et ça risque de changer encore, évidemment. Alors, voilà ce que M. Edwin Hubble a... le résultat extraordinaire qu'il a publié en 1929.
Et donc chaque petit point que vous voyez sur ce graphique est une galaxie différente. En fait, il a déjà démontré que les galaxies... Donc là, c'est la distance à laquelle sont ces galaxies par rapport à nous. Et ça, c'est la vitesse à laquelle elles s'éloignent. Et comme il croyait à la théorie de Lemaitre, malgré la dispersion de mesures sur ces quelques points, il a fité en français, il a proposé, il a corrélé ces deux quantités en proposant et en mesurant du coup un taux d'expansion de l'univers qui est la pente de cette relation. Alors évidemment, depuis, ça a été complètement confirmé. Toutes les galaxies de l'univers, en tous les cas à grande échelle, s'éloignent les unes des autres. Et plus on est loin, plus elles s'éloignent vite. Et ça, c'est parce que l'univers est en expansion. Et là, les plus récents modèles montrent même que l'univers est aujourd'hui en expansion accélérée. C'est-à-dire, alors ça, c'est les très jolies données c'est un article qui date de l'année dernière. Donc on pense aujourd'hui que le taux d'expansion de l'univers est environ 70 km par seconde par mégaparsec. Peu importe, que l'univers s'étend. Et on sait mesurer très précisément de l'ordre de 2% d'incertitude cette mesure du taux d'expansion de l'univers. Et on pense qu'elle a varié au cours du temps, au cours de l'histoire des galaxies. Et que même l'univers s'étend plus vite qu'avant. Donc pendant les 8 premiers milliards d'années d'évolution de l'univers s'étendait moins vite. Et depuis les 6 derniers milliards d'années, il s'étend plus vite. La deuxième preuve, la meilleure preuve le meilleur appui observationnel, le meilleur fait observationnel qui colle à la théorie du Big Bang, c'est cette détection du fond diffus cosmologique qui est un rayonnement fossile émis par le Big Bang. Donc si on imagine que l'univers est en expansion, ça veut dire que si on remonte le temps et qu'on connaît le taux d'expansion, on peut calculer du coup l'âge de l'univers. Depuis combien de temps il s'étend à ce rythme, et on en déduit à peu près à 14 milliards d'années. Maintenant, on a des mesures très précises grâce à ce fond diffus cosmologique, et on connaît aussi l'âge de l'univers à quelques pourcents près. Et en fait, ce fond diffus cosmologique avait été prédit par les théoriciens, notamment M. Gamow, dans les années 30, donc à la suite des travaux de Lemaitre, en disant, si vraiment l'univers est en expansion, alors il a dû libérer, quand l'univers est donc un gaz en expansion se refroidit. Donc l'univers a dû être très chaud, très dense au début, et il s'est refroidi pendant qu'il s'agrandissait. Et du coup, à un moment, la matière et la lumière, au départ, étaient complètement couplées. Et quand l'univers est devenu suffisamment froid, les atomes se sont formés et ont libéré la lumière qui était emprisonnée, où la lumière n'avait plus l'énergie suffisante pour interagir avec la matière, et donc elle a été libérée. Et cette lumière libérée au moment de ce qu'on appelle le découplage matière-lumière, ou la recombinaison cosmique, c'est comme une photographie de l'univers à ce moment de découplage. Puisque juste avant, la matière et la lumière étaient couplées, donc la lumière contenait les caractéristiques de la matière. Et c'était une prédiction théorique, mais en fait, en 1965, donc à l'essor des télécommunications, 2 ingénieurs américains travaillaient pour une compagnie de télécommunications et avaient une antenne, et ils n'arrivaient pas à calibrer cette antenne. Ils avaient toujours un bruit de fond à une longueur, c'est une antenne radio, donc c'est une longueur d'onde radio, et ils détectaient un signal à 7 cm en longueur d'onde qu'ils n'arrivaient pas à expliquer et qui était absolument identique dans toutes les directions. Et donc ce qui est montré ici, c'est cette détection par cette première antenne
drôle de télescope, sur lequel on voit l'émission. Donc là, notre galaxie à nous est mise dans le plan. Et donc ce qu'on voit, c'est l'émission des poussières dans notre galaxie. Et bon, ça, on s'attendait, on sait que les poussières dans la galaxie sont des corps froids et qu'ils rayonnent dans les ondes radio. Par contre, ce à quoi on ne s'attendait pas du tout, c'est qu'on détecte ce rayonnement radio, dans quelles que soient les directions qu'on regarde à part le centre galactique, on détecte le même niveau, avec une uniformité quasiment parfaite. Et donc, ils ont d'abord pensé que c'était un problème, notre atmosphère, ou bien la galaxie qui émettait ce rayonnement. Et jusqu'à ce qu'ils tombent sur qu'ils discutent avec des cosmologistes qui leur disent « Mais non, vous avez détecté la meilleure preuve de l'existence du Big Bang ». Et ils ont eu un prix Nobel de physique pour ça. Et donc depuis, on a construit des satellites pour pouvoir mesurer, parce qu'en fait, on espère que... parce que cette photo-là, elle est en fait à très, très basse résolution, il n'y a pas assez de pixels, et du coup, on ne voit pas les petites fluctuations locales de ce rayonnement du Big Bang. Bon, donc il y a eu 3 satellites qui ont été lancés, COBE, WMAP et Planck, très récemment, et qui ont permis de cartographier beaucoup mieux ce fond diffus cosmologique. Et alors, le premier, COBE, le FIRAS, c'est un instrument du satellite COBE, qui a permis vraiment de regarder la distribution d'énergie de ce fond de rayonnement, en espérant trouver un rayonnement de corps noir, parce que si c'était vraiment le rayonnement du Big Bang, ça devrait être un rayonnement parfait, d'un corps noir parfait. Et vous voyez la qualité de la correspondance entre le modèle et ce rayonnement, les données de mesure, qui sont les petits points. Donc on peut vraiment... ce spectre est en fait le meilleur spectre de corps noir qu'on a jamais mesuré dans toute l'histoire de la science. Donc l'univers à l'époque était un gaz parfait avec une température donnée. Et ce gaz s'est refroidi au cours du temps, donc c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on mesure ce rayonnement qui est très froid. Mais voilà, il contient toujours les petites... Alors, ça c'est les derniers résultats les plus récents du satellite Planck. Et ce que ça vous montre là, donc vous voyez la bien meilleure résolution spatiale. Planck a essayé de mesurer dans différentes directions les erreurs, les différences relatives entre la valeur, la température. En fait, c'est une carte de température sur le ciel en entier. Et vous voyez que la différence, c'est des microkelvins, donc 10 puissance. La précision qu'on a, c'est 1 millionième de Kelvin de degrés Celsius. Donc on arrive à mesurer, voilà, donc ce rayonnement, il est à la même température partout, plus ou moins 1 millionième de degrés. Et ça nous permet c'est vraiment l'empreinte, la photo de l'univers tel qu'il était. J'ai pas dit, mais ce rayonnement est... Donc on pense que ce découplage matière-rayonnement s'est fait au moment où l'univers était devenu suffisamment froid pour former les atomes, c'est-à-dire 380 000 ans après le Big Bang. Donc sur les 13,8 milliards d'années d'évolution, ça correspond vraiment à une photo. Donc Aurélien Barraud, il donne cette image que ça correspond au premier jour de vie intra-utérine à l'échelle d'une vie humaine, quoi. Donc c'est vraiment une photo des premiers moments de l'univers. C'est aussi les premiers photons que l'on peut récupérer. Parce qu'avant le découplage matière-rayonnement, la matière et le rayonnement étaient couplés, et donc l'univers était opaque à la lumière. Donc c'est vraiment le rayonnement le plus lointain, les photons les plus lointains qu'on pourra jamais observer. Voilà. Voilà. Et donc la preuve de l'existence ce début de l'univers, ce rayonnement fossile a été émis 380 000 ans après le début de l'univers. Alors voilà pour le début. Et alors la fin, qu'est-ce qu'on sait de la fin, qu'est-ce qu'on imagine de la fin de l'univers? Donc j'ai mentionné rapidement que l'expansion de l'univers semble s'accélérer ces derniers milliards d'années. Et du coup, ça a des conséquences sur les différents scénarios de fin possibles de l'univers. Et en fait, la fin, tout dépend de
quels sont les constituants de l'univers. Donc si on a un univers dont l'énergie est capable de contrebalancer l'expansion, alors il risque de se recontracter et de ce qu'on appelle le Big Crunch. Donc l'univers va retourner dans une phase chaude et dense, comme au début, et peut-être même un Big Bang, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les modèles d'univers oscillants. Si l'énergie est juste ce qu'il faut pour contrebalancer l'expansion, il va finir par s'arrêter, donc il va s'agrandir jusqu'à s'arrêter. Et puis si l'expansion gagne, l'univers va continuer à s'étendre pour toujours, et les galaxies vont continuer de s'éloigner les unes des autres. Et au jour d'aujourd'hui, on est à ce moment-là où on peut peut-être commencer à distinguer entre les différents scénarios. Mais en fait, tout dépend de notre connaissance des constituants de l'univers. Combien il y a d'énergie dans l'univers? Est-ce qu'on va pouvoir contrebalancer l'expansion? Et donc, c'est ce qui m'amène à la troisième partie, donc les composants de l'univers. Ah, mais je suis déjà... Non? Si? Ok. Les constituants de l'univers. Alors... Donc, l'univers est en expansion. Je vous l'ai montré. On mesure que les galaxies s'éloignent les unes des autres, et on mesure même le taux d'expansion de l'univers et sa variation au cours du temps. Donc, on est sûr, l'univers est en expansion. Or, pour compenser la gravitation, qui est une force attractive, il a fallu ajouter un terme Einstein a ajouté un terme dans ses équations de la relativité générale pour prendre en compte, pour qu'il y ait une force qui explique cette expansion de l'univers. Et comme on ne connaît pas bien cette force, qu'on ne sait pas grand-chose dessus, on l'appelle l'énergie sombre. Et cette énergie sombre, en fait, elle représente 70% de l'énergie contenue dans l'univers. Et ça, c'est vraiment pour expliquer l'expansion de l'univers. Non, peut-être j'aurais dû commencer par les choses qu'on connaît bien. Donc, dans l'univers, il y a de la matière ordinaire, les différentes matières, les différents atomes de l'univers, qui sont principalement de l'hydrogène et de l'hélium sous forme de gaz, puis les étoiles. Donc ça, c'est pour 4% de la masse ou de l'énergie dans l'univers. Ensuite, il y a les étoiles qui représentent 0,5% de la masse dans l'univers, et les éléments plus lourds, donc qui sont tous les autres atomes à part l'hydrogène et l'hélium, qui représentent 0,03%. Et puis il y a aussi des particules insécables, qui sont des particules élémentaires qu'on appelle des neutrinos, mais comme leur masse est toute petite, ils ne comptent pas beaucoup dans ce comptage de budget. Bref, tout ça pour dire qu'au final, si on somme toutes les constituants qu'on connaît bien, la matière ordinaire, ça ne représente que 5% des constituants de la masse contenue dans l'univers. Et il y a 25% qui sont contenus dans cette matière sombre ou matière noire, dont on a plusieurs faits observationnels semblent indiquer l'existence de cette matière noire. Donc une matière qui serait 5 fois plus abondante que la matière qu'on connaît et qui nous constitue, mais qui n'interagit, mais qui n'émet pas de rayonnement, contrairement à la matière normale, et qui interagit avec le reste de l'univers uniquement à cause de sa masse. Donc elle a juste un effet gravitationnel. Et alors le premier à découvrir, à mentionner cette matière noire, c'est l'astronome suisse Fritz Zwicky, en 1933. Et à l'époque, pareil, ça a été très difficile à admettre. Mais il semblerait que dans l'univers, il y a beaucoup plus de matière que celle que l'on voit. Et du coup, comme on ne la voit pas, on l'appelle la matière noire. On ne sait toujours pas aujourd'hui quelle est la nature de cette matière. Juste, on voit son interaction, son effet sur la matière normale, ordinaire, qui brille, avec par exemple les courbes de rotation des galaxies ou les effets de l'antigravitationnel. Ce sont les deux exemples que je vais vous présenter maintenant. Donc, ce que Zwicky a fait, c'est qu'il a observé
une galaxie proche et qu'il a mesuré la vitesse de rotation des étoiles dans cette galaxie en fonction du rayon. Donc il a mesuré pour un certain nombre d'étoiles la vitesse de rotation autour du centre. Et en fait, d'après la théorie de la relativité générale, on s'attendrait à ce que la vitesse calculée, au bout d'un moment, décroisse, parce qu'on devient de plus en plus loin du puits de potentiel, qu'il n'y a plus besoin de tourner vite pour ne pas tomber sur le... Bref, ça c'est la courbe théorique auquel on s'attendait. Et lui, il a trouvé que même très loin, les étoiles continuaient à tourner très vite autour de la galaxie. Et le seul moyen d'expliquer, dans le cadre de la théorie de la relativité générale, c'est de dire, en fait, cette galaxie, elle est 5 fois plus lourde que ce que je croyais. Donc il y a 5 fois plus de matière à l'intérieur de cette galaxie que celle qu'on voit briller. Donc ça, c'était la première mise en évidence de l'existence de cette matière noire. Et alors depuis, on a découvert aussi les lentilles gravitationnelles. Donc ça, c'est ce qui représente, c'est la courbure de l'espace-temps due à une énorme masse sur le chemin entre une galaxie lointaine et nos télescopes. Donc imaginez que vous êtes sur la Terre ici et que vous souhaitez observer une galaxie très lointaine, mais que par chance, entre cette galaxie lointaine, qui est du coup pas très brillante, et vous, il y a un énorme amas de galaxies. Il y a énormément de masse en chemin. Cette masse va en fait déformer l'espace-temps. Alors du coup, a priori, vous pourrez imaginer que du coup, elle n'est pas observable, cette galaxie, puisqu'elle est exactement derrière des galaxies d'avant-plan bien plus brillantes. Et en fait, il se passe un effet étrange de courbure de l'espace-temps qui fait que les rayons qui, normalement, ne venaient pas vers nous vont converger vers nos télescopes, parce qu'ils vont être courbés par l'espace-temps, la déformation de l'espace-temps induite par l'amas d'avant-plan. Si vous ne me croyez pas que cet effet existe, je vous montre les belles photos du James Webb. Donc, quand en juillet 2022, la NASA a révélé les premières données du James Webb qu'elle a rendues publiques pour tous les astronomes du monde, voilà l'image qu'ils ont choisi un des premiers objets vers lequel ils ont fait pointer le James Webb, c'est un amas de galaxies. Et donc, vous voyez ces galaxies d'avant-plan qui sont grosses, rondes, très massives et très évoluées. Et vous voyez les galaxies d'arrière-plan qui sont toutes déformées. Vous voyez tous ces arcs qui sont exactement dus aux effets de lentilles gravitationnelles qui font qu'on déforme les galaxies qui passent le long de... C'est-à-dire qu'une galaxie peut avoir plusieurs images. Donc c'est des mirages, c'est comme des mirages optiques, quoi. Ça fait vraiment le même effet qu'une lentille optique. C'est pour ça qu'on les appelle les lentilles gravitationnelles. Et ça, c'est vraiment des effets qui sont observés au jour d'aujourd'hui. Et on peut, grâce à la théorie de la relativité générale, faire des modèles qui nous prédisent de comment va être déformé l'espace-temps en fonction de la masse qu'il y a en avant-plan. Et à nouveau, on trouve qu'il n'y a pas du tout assez de masse pour induire les déformations qu'on voit, et que ça indique qu'il y a de la matière noire, à nouveau. La matière qui ne brille pas, mais qui contribue à la déformation de l'espace-temps et qui fait apparaître ces effets de mirage gravitationnel. Voilà, donc parmi les constituants de l'univers, on constate que pour expliquer l'expansion de l'univers, on a besoin de cette énergie noire. Pour expliquer les effets de lentilles gravitationnelles ou les mesures de courbes de rotation des galaxies, on a besoin d'invoquer cette matière noire. Et que du coup, au final, on connaît bien, on comprend bien 5% de contenu en énergie de l'univers. Donc ça, c'est aussi quand même une limite de ce modèle du Big Bang, qui ne sont pas très satisfaisantes, mais qui sont l'état de l'art au jour d'aujourd'hui. Pour cette matière noire, il y a plein de candidats, des particules exotiques qui sont, que nos collègues du CERN essayent de découvrir. Mais pour l'instant, ça fait 1933, donc ça fait 90 ans que cette annonce de la matière noire a été découverte, et pour l'instant, on ne connaît pas sa nature. Voilà. Donc j'en viens aux limites de nos modèles d'univers, ou de notre modèle actuel de l'univers, qu'on appelle le Big Bang. Donc si l'univers est isotrope et homogène, c'est toujours l'hypothèse qu'on fait dans le cadre de la cosmologie, au moins à très grande échelle.
Alors, il nous suffit de connaître les différents constituants de l'univers, de mesurer le taux d'expansion actuel, et, grâce à la relativité générale, on peut prédire le passé et l'avenir de cet univers. Dans ce contexte, nous pensons que l'espace, le temps, la matière et la lumière sont apparus il y a 13,8 milliards d'années, et que l'univers primordial était bien plus chaud et bien plus dense que l'univers d'aujourd'hui, qui est en expansion et qui du coup se refroidit. La matière ordinaire s'est organisée, donc au départ que de l'hydrogène et de l'hélium, s'est organisée au cours du temps en galaxies, en étoiles et en systèmes planétaires. Voilà la compréhension globale qu'on a aujourd'hui de l'histoire de l'univers. Mais ce modèle comporte de nombreuses limites que les scientifiques tentent de repousser. Ce qui s'est passé avant cette phase d'univers primordial, dense et chaud, est pour l'instant l'inconnu. Parce qu'il faut bien voir que l'univers, il est tellement dense et tellement chaud que probablement la physique que l'on connaît atteint ses limites. Les quantités d'énergie en jeu sont plusieurs ordres de grandeur plus grandes que les plus hautes énergies qu'on sait reproduire sur Terre. Et peut-être que la physique change du coup dans ces gammes d'énergie. Et donc il faut l'inventer. Et de nombreux cosmologistes ou physiciens théoriques travaillent à l'élaboration de ces nouvelles théories. Et en espérant qu'ils trouvent aussi de nouvelles observables, parce que les photons, c'est fichu. Les photons, la lumière, ce qui est le traceur habituel pour les astronomes, on sait qu'on ne pourra pas observer la lumière parce qu'avant ce fameux découplage matière-rayonnement, ce rayonnement fossile, l'univers était opaque à la lumière. Mais peut-être les ondes gravitationnelles, etc. Donc la nature, une autre limitation forte, c'est la nature de la matière noire. Elle reste inconnue malgré un siècle de recherche et de nombreuses expérimentations dans les accélérateurs sur Terre. On n'a toujours pas trouvé, on n'a toujours pas démasqué la nature de cette matière noire. Et puis, l'énergie noire, c'est un ingrédient essentiel à notre modèle de Big Bang, pour contrebalancer l'effet d'attraction de la gravitation, pour expliquer que l'univers est en expansion et non en train de collapser. L'espace-temps n'est pas en train de se contracter, mais il est en train de s'étendre. Et il faut rajouter l'énergie noire, pour expliquer l'expansion de l'univers. Mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà, donc il y a encore de nombreuses limites dans notre compréhension de l'univers. N'empêche que ce modèle du Big Bang est le modèle qui explique... Pour l'instant, en fait, il n'a pas encore été mis en défaut. Il n'y a pas d'observation, de faits observationnels qui ne sont pas explicables à travers ce prisme de la relativité générale et de la théorie du Big Bang et de l'expansion de l'univers. À part qu'on a quand même dû rajouter 2 grosses cannes qui sont l'énergie noire et la matière noire. Mais voilà, mais on ne sait pas faire mieux. Non, mais on ne sait pas faire mieux. Pour l'instant, on n'a pas trouvé où est-ce que c'est faux ou comment modifier la gravitation pour s'en passer. Alors voilà, donc après, maintenant, il y a 2 attitudes, un peu... Il y a 2 catégories de scientifiques. Donc il y a ceux qui cherchent la nature de la matière noire et la nature de l'énergie noire, et il y a ceux qui se disent, bon, ça se trouve, la théorie de la gravitation, de la relativité générale est une approximation, mais ce n'est pas encore la finalité, et il faut juste trouver comment modifier cette théorie de la gravitation pour s'affranchir, pour pouvoir expliquer toutes les observations, sans avoir besoin de ces 2 grosses inconnues, qui sont la matière noire et l'énergie noire. Voilà où on en est en 2023. Et voilà ce que je peux vous raconter ce soir, quoi. Alors ensuite, la cosmologie, l'étude de l'univers en tant qu'objet d'étude, c'est peut-être un slide plutôt pour ouvrir la discussion. C'est un peu compliqué, parce que la démarche... Il y a des cosmologistes, il y a plein de gens qui essayent de comprendre l'univers dans son ensemble, et pourtant... La démarche scientifique qui nous oblige à... Alors, la démarche scientifique, c'est...
on a une idée, ou on fait une conjecture, ou on fait une hypothèse. On imagine une expérience qui va nous permettre de tester cette hypothèse, soit de la valider, soit de l'inférer. On réalise cette hypothèse, on collecte les données, on les analyse pour voir si on avait raison ou pas. Et on publie ces résultats. Et c'est super important cette partie publication, parce que c'est ce qui permet la reproductibilité des résultats scientifiques. Il faut qu'une théorie, elle soit... il faut qu'une idée, je sais pas, une avancée scientifique, un résultat scientifique soit reproductible. Il faut que les mesures soient reproductibles. Donc il faut, pour que la découverte soit validée par les pairs, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il faut publier ces résultats et recevoir l'aval des physiciens de ses collègues. Et en fait, cette démarche scientifique, elle n'est pas toute, à mon sens, ça c'est peut-être aussi un slide plus personnel, là j'enlève ma casquette d'astrophysicienne et je discute avec vous. Elle n'est peut-être pas tout à fait applicable à la cosmologie, parce qu'il n'y a qu'un seul univers. Donc d'habitude, quand on fait une expérience, il faut qu'elle soit... Là, l'univers, on n'en a qu'un, donc on ne peut pas savoir en fait si ce qu'on essaye de reproduire avec nos modèles, c'est vraiment l'essence de l'univers, les lois... ce serait comme ça dans tous les univers, en imaginant qu'il y en ait plein, ou bien c'est le hasard, et c'est notre univers particulier, et on s'acharne à essayer de reproduire quelque chose qui est en fait pas universel, si ça veut dire quelque chose... Enfin bref, bon. Voilà. Et en plus, nous sommes dans l'univers, et du coup, évidemment, c'est toujours un peu... On ne peut pas se mettre à l'extérieur de l'univers pour l'observer, puisqu'on en est partie prenante. Voilà. Alors, c'est presque impossible d'expérimenter et de reproduire, mais les astronomes ont trouvé un truc. Donc, puisqu'on ne peut pas, évidemment, sortir de l'univers ni expérimenter différents univers, en fait, on essaye de le faire virtuellement. Et donc, j'ai des collègues qui sont spécialistes de simulation d'univers. Donc, ce que je vous montre ici, c'est un petit morceau d'univers virtuel qu'on fait tourner sur des supercalculateurs. Et chaque petit point que vous voyez briller est une galaxie. Et alors évidemment, dans ce modèle d'univers, il y a tout ce qu'on croit avoir... Enfin, il y a l'effet de l'énergie noire, donc l'expansion de l'univers. Il y a de la matière noire, il y a de la matière, il y a le rayonnement. Et on simule les interactions matière-rayonnement pour expliquer l'effet de la gravitation, évidemment, donc la relativité générale. Et on voit que les galaxies... on appelle ça la formation hiérarchique des galaxies. Donc les galaxies, au départ, elles sont réparties un peu uniformément, elles sont petites. Et au cours du temps, à cause de l'attraction gravitationnelle, des galaxies grossissent au cœur des filaments de la toile cosmique. Et donc il y a les endroits qui se vident et des endroits qui sont bien plus denses qu'au début de la simulation. Et on peut évidemment expérimenter en changeant un peu la quantité de matière noire, la vitesse d'expansion, etc., pour essayer de tester qu'est-ce que ça changerait. Bref, voilà, je ne sais pas si c'est clair, si vous avez des questions. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie pour votre attention. Un très grand merci. Alors, comme d'habitude, 10 minutes de pause, puis échange entre Axel Buller et Anne Verham, et ensuite ouverture de la discussion générale. On va reprendre avec les petites les questions-réponses. Peut-être Anne, tu voulais juste préciser sur cette slide ? Oui, en fait, j'ai oublié de montrer mon dernier slide, qui est si ça vous intéresse. Pour aller plus loin, je vous propose par exemple de suivre le cours de cosmologie pour le public qui est sur YouTube de mon ex-professeur Aurélien Barraud à l'université Joseph Fourier à Grenoble, et qui est vraiment un excellent orateur et très bon vulgarisateur. Donc si vous voulez en savoir plus, sans aucune équation, voilà, bref. Et puis pour ceux qui parlent anglais, il y a aussi un chouette blog d'un cosmologiste américain qui s'appelle Ethan Siegel. Start with a Bang, mais c'est tout en anglais. Voilà, merci beaucoup. Voilà, très bien.
Ah, pardon. Voilà. C'est tout bon. Oui, voilà. J'essaie de la relancer. Magnifique. Alors, merci pour ta présentation. Donc, plusieurs réflexions. Peut-être je vais un peu expliquer d'où je viens, puisque moi, j'étudie plutôt les textes anciens. Donc, comment, avec mon regard, j'observe les travaux des cosmologues et des astrophysiciens. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, on fait des scénarios mythologiques, on essaie aussi de créer des cosmogonies, on part de l'univers observable, et puis on essaie d'émettre des scénarios. On a des scénarios concurrents, donc dans la Bible, le plus connu, c'est peut-être Genèse 1, une création par la parole, mais ce n'est pas unique, on a la cosmologie memphite, etc. Et puis après, au cours du temps, on a eu d'autres scénarios. On peut penser chez les Grecs, avec les philosophes grecs, avec Anaximandre, qui propose l'idée que la Terre est une sphère au milieu d'un univers sphérique, avec peut-être aussi plusieurs univers qui ont une fin, un début. Et puis, effectivement, on arrive à des scénarios plus récents au XXe siècle, avec en premier l'univers d'Einstein, donc que vous avez évoqué brièvement. Donc, une fois qu'Einstein a créé la relativité générale, on a essayé de chercher des solutions qui satisfaisaient les contraintes de la relativité générale. Donc, il y a eu plusieurs modèles d'univers. Donc, on était dans cette période-là, quand vous parliez de la polémique sur le Big Bang. Donc, il y avait plusieurs équipes de physiciens qui cherchaient à trouver une solution qui correspondait à notre univers. Einstein avait proposé un univers qui était éternel et immuable. Donc justement, il fallait que sa métrique ne dépende pas du temps. Et pour ça, il avait introduit justement cette constante cosmologique qui permettait de stabiliser l'univers. Donc il fallait qu'elle soit fixée extrêmement précisément pour que l'univers ne bouge pas. Après, on l'a réutilisé dans les travaux plus modernes pour expliquer l'énergie noire, mais à l'origine, c'était vraiment pour stabiliser l'univers, pour qu'il n'y ait pas de dynamique. Au contraire de l'univers de Lemaître, qui a une dynamique. Et on avait justement, par exemple, des polémiques avec Fred Hoyle. Donc, peut-être une première question qui me vient à partir de cet horizon-là, c'est qu'on voit que Fred Hoyle, quand il fait sa polémique, contrairement peut-être à l'image qu'on a des scientifiques, ne part pas d'éléments factuels. En fait, il n'a pas d'éléments factuels pour contredire Lemaître. En fait, il n'aime pas le modèle de Lemaître, et il le critique violemment, parce qu'il ne le satisfait pas sur le plan philosophique. Mm-hmm. Et peut-être on pourrait ajouter que vous avez à l'heure actuelle, donc effectivement il y avait 95% d'inconnus dans l'univers, dans le modèle du Big Bang, donc on a plusieurs scénarios. Et donc ma question c'est, est-ce que on a à l'heure actuelle différents scénarios qui en fait partent aussi des mêmes observables, donc tout ce qu'on connaît à l'heure actuelle, mais qui propose un scénario d'univers complètement différent et qui, en fait, c'est le point de ma question, c'est qu'en fait, tous ces scénarios mythologiques, etc., ils disent toujours quelque chose de nous, de notre place de l'univers, hein, quand on prenait les scénarios bibliques ou philosophiques. Et donc, est-ce qu'à l'heure actuelle, on a aussi en fait des polémiques entre les scientifiques avec différents scénarios qui partent toujours des mêmes observables? Vous l'avez un petit peu évoqué avec Big Bang, Big Crunch, avec d'autres scénarios d'avant l'univers. Est-ce qu'on a des scénarios comme ça qui partent des mêmes observables, mais qui proposent des scénarios d'univers complètement différents et qui sont plus motivés peut-être par des options philosophiques que des réalités expérimentales? Ah oui, c'est vrai qu'il faut revenir parler là. Oui, bien sûr. Bien sûr, les astronomes d'aujourd'hui sont aussi dans leur culture, dans leurs époques, dans leur temps. Ils doivent, par contre, voilà, chacune des nouvelles théories doit, comme vous le disiez, expliquer tous les faits observationnels, mais par exemple, tout ce qui s'est passé au début, donc quand l'univers était juste avant que l'univers soit dense et chaud et rempli de matière et lumière que l'on connaît, là il y a plusieurs scénarios divers. Enfin, en tous les cas, c'est une partie très active des recherches en physique théorique, avec des modèles de multivers, avec différents scénarios d'inflation. Et encore une fois,
j'ai l'impression que, mais comme vous disiez, en fait, quand les physiciens essayent de réfléchir à ces questions, qui ne sont pas distinguables les unes des autres parce qu'il n'y a pas d'observable, en fait, pour cette époque, c'est pas vraiment de la science qu'ils font, ou c'est plus vraiment de la science. Il faut qu'ils acceptent ça, que là, c'est effectivement des questions philosophiques qu'ils se posent. Voilà. Donc justement, pendant la discussion, donc on voit bien qu'on demande plus souvent aux astrophysiciens, d'ailleurs, de discuter de ces questions des origines de l'univers, etc., que finalement, la question, par exemple, je ne sais pas comment une supernova se transforme en une étoile à neutrons intéresse moins de monde, je ne sais pas pourquoi. Et on voit aussi, donc là c'était un petit peu ambigu dans la présentation, finalement, vous sembliez affirmer au début, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'il y a un début, puisque le modèle de la relativité générale, mais après, un petit peu plus loin, vous nous proposez un modèle avec Big Bang, Big Crunch, ce qui veut dire, alors bien sûr, il y aura une sorte de début à notre univers, mais en fait, il y a quand même une éternité de choses qui se passent avant et après. Et puis, vous avez proposé aussi, vous avez dit, il y a des recherches sur l'avant, le stade primordial. Alors, est-ce qu'il y a un avant? Pas? Alors, c'est quoi? Alors... Est-ce qu'on est si sûr finalement de ce début? Non, on n'est pas sûr du tout de ce début. Non, vraiment pas. Alors tout ce qui s'est passé pendant, au-delà de la première seconde, il y a beaucoup de débats, même dans les communautés de cosmologie, sur ces sujets, ouais, absolument. Et encore une fois, c'est presque pas des questions scientifiques qui se posent là, où les enjeux, comme vous l'avez très bien dit, sont plus grands que la science. Et il y a des gens qui voudraient, en fait, qui ont presque des a priori, des scénarios qu'ils préfèrent. Et alors peut-être pour coller avec leur vision du monde plus globale, et c'est pas... Ouais, c'est vrai que pour moi, peut-être c'est un peu triste, c'est un peu ennuyeux, mais voilà, l'histoire de l'univers... Je dis qu'il y a un début parce que, comme l'univers est en expansion, si on refait le film à l'envers, il y a bien un point de conjonction, quoi. Donc il y a bien une phase où l'univers a démarré Maintenant, comment ça s'est passé, cette phase-là? En fait, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est... la physique qu'on connaît, et c'est vrai que c'est plutôt après la première seconde, ou voilà, ce qu'ils appellent l'ère de Planck. Exact. Voilà. Et quelques fractions de secondes après le Big Bang, là, ça y est, on peut dire dérouler la physique qu'on connaît, dont on a l'habitude. Avant ça, c'est l'inconnu, et c'est, pour l'instant, les observables ne sont pas clairs, quoi. Donc, tant qu'on ne peut pas faire une expérimentation, faire une observation, faire une mesure, en fait, c'est plus la science. C'est ça c'est ça le point compliqué. Et du coup, il faut autre chose que la science pour répondre à ces questions-là, et pourquoi pas. Mais voilà, les astronomes sont obligés de s'arrêter. Aurélien Barraud, il disait, ce qu'un physicien va trouver surprenant, c'est que c'est un objet qui n'obéit pas aux lois de la physique, alors que les philosophes, ce qui semble surprenant, c'est qu'il y a des lois. En fait, ce qui les intéresse, c'est vraiment pourquoi il y a des lois, et quelles lois il y a, et quel modèle du monde elle propose. Mais ça, je pense que c'est vraiment des questions qui sont presque en dehors de l'astrophysique. Une autre question qui me venait... Mon professeur d'électrodynamique quantique disait toujours, parce qu'on a l'habitude de dire, voilà, la religion s'occupe du pourquoi, et puis la science s'occupe du comment. Et puis lui, il disait, mais non, c'est pas vrai.
en science, on cherche aussi le pourquoi. Alors, en tout cas, en électrodynamique quantique, je ne sais pas quelle est la vie en astrophysique. Donc, la question qui se pose, c'est effectivement, quelle part en fait, de l'astrophysique sont dédiées vraiment à des choses qu'on pourrait parler peut-être du comment, donc comment fonctionne le Soleil, comment fonctionne un pulsar, comment on interprète les données, et puis est-ce qu'il y a quand même une part de la recherche en astrophysique qui est très motivée par cette question du pourquoi ? Pourquoi il y a la matière plutôt que rien ? Pourquoi il y a la matière et pourquoi il n'y a pas d'antimatière en même nombre que la matière ? Pourquoi il y a la vie ? Quelle part de l'astrophysique est dédiée à ça ? Est-ce que c'est une toute petite part et vous faites ça juste pour nous faire plaisir au grand public ? Ou c'est une grande part quand même de l'astrophysique qui est dédiée à ces questions ? Je ne sais pas comment... Alors, moi j'ai l'impression, c'est une réponse personnelle, encore une fois, hein, je ne parle pas pour tous les astrophysiciens du monde, j'ai l'impression que c'est une énorme part dans la motivation des gens pour faire de l'astrophysique. La motivation pour démarrer l'astrophysique, c'est la même que ce que vous décrivez là. Mais voilà. Mais après, concrètement, dans la vie de tous les jours... Mon travail au quotidien, malgré le fait que je travaille sur la formation des galaxies, c'est pas pourquoi les galaxies se sont formées, c'est vraiment comment. Voilà. Donc, en tant que personne, oui, j'ai choisi l'astrophysique pour essayer de comprendre pourquoi. Et en fait, en tant que scientifique, je réponds pas vraiment à cette question-là. C'est comme un mirage. On pense que la science va nous aider à comprendre le monde, et en fait non, faire de la philo ou autre. Non, c'est bien. Donc peut-être aussi, donc je parlais de pourquoi la vie. C'est vrai qu'on avait vu cette slide, vous aviez montré, on avait le spectre. Donc ça permet de savoir, par exemple, la composition chimique d'une galaxie, etc. Donc on a tout un ensemble de recherches, justement, qui vont essayer de déterminer les compositions, peut-être des atmosphères des planètes ou des étoiles. Justement, en cherchant la vie, est-ce qu'il y a des enquêtes de ce type-là à Genève ou dont vous êtes au courant ? Et qu'est-ce qu'on cherche exactement quand on cherche dans ces spectres, par exemple, des présences de vie ? Alors oui, absolument. Ma collègue Emeline Bolmont, je crois, est venue ou était intervenante déjà dans ce cours. Et alors, sa spécialité, c'est justement... elle travaille sur les atmosphères des exoplanètes et de quoi les atmosphères d'exoplanètes sont composées. Elle fait plutôt des modèles et elle confronte ces modèles aux observations. Mais effectivement, la tendance actuelle, c'est vraiment d'essayer de trouver quel serait le meilleur traceur de la vie. Comment démontrer qu'une planète avec une atmosphère qu'on détecte contient la vie ou pas ? Mais pour moi, c'est encore une fois, c'est un peu comme d'étudier l'univers d'un point de vue scientifique. Je veux dire, la vie, on n'est pas... Qu'est-ce que les gens vont... En fait, on connaît qu'une forme de vie, c'est celle qui est apparue sur la Terre. Et du coup... c'est compliqué pour des scientifiques. En fait, la méthode scientifique n'est pas complètement adaptée à ça. Quand on a qu'un seul exemple, c'est compliqué d'utiliser tout notre attirail de modèles scientifiques pour répondre aux questions de quel serait le meilleur traceur de la vie. Ça dépend, en fait. Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on connaît la vie ? Comme est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on connaît l'univers ? Ou bien on regarde un cas particulier et Donc pour rebondir aussi, parce que plusieurs fois dans la présentation, il y avait cette idée, notre univers est unique, donc j'ai compris que c'était pour nous, en tant qu'observateur, en tant qu'astrophysicien qui doit observer l'univers, vous ne pouvez pas observer d'autres univers que le nôtre par définition, mais il y a quand même eu quelques évocations de multivers, donc là il y a des scientifiques aussi qui ont des opinions très partagées. Oui. Non, ça n'existe pas, oui ça existe. Qu'est-ce que c'est ces multivers ? C'est pareil, c'est parce que c'est pas une question scientifique. En fait, on ne peut pas le prouver. Donc il y a des scientifiques à qui cette idée plaît, de se dire qu'il y a plein d'univers différents, et il y en a d'autres à qui elle ne plaît pas du tout, et donc ils vont répondre c'est pas démontrable. Ça c'est la vérité, c'est pas démontrable, on peut pas...
encore une fois, remonter au-delà de l'ère de Planck, donc au-delà du début de l'univers, aux tout premiers instants de l'univers, on ne comprend rien pour l'instant. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, hein, peut-être que dans 20 ans, on aura une vision beaucoup plus différente. Peut-être qu'on aura des preuves d'existence de multivers, mais je ne vois pas bien pourquoi, parce que c'est... Donc les multivers, c'est donc on imagine qu'il y a eu au début de l'univers une phase d'inflation gigantesque où l'espace-temps s'est dilaté tellement que c'est possible qu'il y ait notre univers qui s'est formé à un endroit par une fluctuation locale du champ quantique d'inflation et qui a formé un univers, et puis il pourrait en avoir formé un autre, et en fait ils sont tellement loin les uns des autres qu'on ne se verra jamais, on ne se connaît pas, on peut juste l'imaginer. Alors est-ce que vous diriez qu'à partir du moment où on arrive à l'imaginer, ça existe ? Ça existe dans l'imagination collective. Moi, je sais pas. Moi, en tous les cas, c'est pas. On peut pas faire d'investigation scientifique sur ce sujet. Ça veut pas dire que c'est pas un sujet d'intérêt et que c'est. Mais voilà, on pourra jamais faire d'observations qui nous disent oui ou non. Et du coup, dans ce sens-là, c'est pas vraiment un sujet scientifique. C'est pas grave, hein, la science peut pas tout. Il y a pas. J'aurais des contre-arguments. Ah bon ? Par exemple, la radiation d'Hawking, on n'a jamais pu la mesurer. Et tous les physiciens théoriciens vous diront elle existe. Comme le boson de Higgs, ils étaient dans les. Ça y est. On n'a pas, les physiciens théoriciens n'ont pas attendu qu'on le découvre au CERN pour le mettre dans tous leurs manuels et le considérer comme un acquis. Mais, oui. Non, mais c'est pour ça. Peut-être qu'un jour, l'inflation, on trouvera le moyen de la détecter. Exactement. Donc c'est très difficile pour moi, en plus, pareil, en tant qu'astronome, d'avoir le recul suffisant pour savoir ce qu'on aura compris mieux dans 20 ans. C'est pas possible, mais peut-être que s'apercevra que les multivers existent. Existent, ouais. Pourquoi pas ? Moi, j'ai pas de préférence, mais c'est juste que... Ouais. C'est au niveau de technique. Bon, il y a... Non, mais ça, c'est vrai que c'est un peu plus complexe. Mais, donc, on parlait effectivement de ce moment où l'espace-temps est assez dilaté pour que les photons puissent en fait se balader librement, s'échapper. Et donc, vous avez précisé qu'on ne pouvait pas revenir avant, qu'il n'y avait aucune observable antérieure. Mais il y a les neutrinos quand même. Voilà, non, il n'y a pas de photons. Pas de photons. Ouais. Bon, les neutrinos... Ouais, les neutrinos, les ondes gravitationnelles peut-être. Les ondes gravitationnelles. On verra, ouais. Bon, c'est très difficile à observer. Oui. Bon, peut-être impossible, c'est peut-être comme la radiation d'Hawking. Non, je sais, on verra. Mais théoriquement, on pourrait remonter encore un peu plus loin. Exactement, ouais, exactement. Ce que je voulais juste dire, c'est le rayonnement fossile, c'est les photons qui viennent du plus loin possible. mais si on arrive à trouver comment mesurer les autres traceurs, peut-être qu'on pourra remonter un peu plus loin. Absolument. Alors, vous avez vu l'aisance avec laquelle et la fluidité avec laquelle le débat s'est fait, et ça me permet de faire à rebours ce que l'on fait d'habitude au début, c'est de présenter Axel Bühler, car ce n'est pas, vous voyez, vous l'avez entendu vraiment à l'aise avec tous ces concepts, c'est normal, parce il est à la fois sciences humaines et sciences dures, c'est-à-dire qu'il est formé, il est physicien, et en même temps théologien. Il est physicien, spécialisé particules à l'EPFL, il a été formé à l'EPFL, et là, maintenant, il travaille. Alors, quel livre de la Bible, à votre avis ? Le livre des nombres. Donc, et il prépare une thèse dans notre faculté. Le moment est, merci 1000 fois Axel, mais reste ici. Le moment est venu d'entamer la discussion avec l'Assemblée, et voici déjà une première question, puis il y en aura une deuxième là. Allons-y. Oui, alors, c'est un mathématicien qui pose la question. Donc, le statut des mathématiques dans tous ces modèles est très important. Absolument. Et donc, il donne une limitation claire Absolument. par rapport à tout ce que vous avez dit. Donc, j'ai eu, dans la communauté des mathématiciens, on a eu des codes d'un certain nombre de nouvelles approches avec l'espace de Minkowski qui se développent ici à Genève. En physique théorique, collègues, qui semble dire que si on change les
Il n'y a plus d'expansion. Oui. Ah. On revient donc un peu, si j'ai bien compris, hein, je ne suis pas cosmologue. Il faut voir aussi que c'est le cosmologue qui étudie bien les mathématiques. Ah. Mais c'est-à-dire, il semble dire, c'est assez récent, hein, je pense. Waouh. Pas. Ça veut dire qu'on revient à l'idée d'un univers statique stable, à condition d'utiliser les mathématiques qui sont l'espace de Minkowski et d'accepter que les masses des particules sont plus constantes. Les masses des particules ne sont plus constantes. Pensez-vous tout ça? Eh bien, je ne sais pas, parce que comment... Alors, il y a des faits observationnels qui semblent indiquer que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, que la vitesse à laquelle elles s'éloignent, c'est une mesure du rougissement de la lumière qui se déplace dans un univers en expansion. Et ça, du coup, si c'est plus vrai... Enfin, en fait, je vois pas comment on peut simuler... Enfin, quel genre d'espace... Non. Mais que du coup, en fait, c'est comme si c'était un mirage, quoi. L'expansion de l'univers est un mirage. L'expansion de l'univers mesuré est un mirage. Et le fond de rayonnement fossile aussi. Sans expliquer comment dans cette nouvelle théorie. Alors, moi, pardon. Peut-être, je peux repréciser un tout petit peu En fait, c'est une astuce mathématique. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme quand on reformule en quantique avec la vision d'Heisenberg. C'est-à-dire que au lieu de dire que l'espace-temps a une dynamique et que l'espace et le temps sont absolus, on dit l'espace-temps est fixe, mais c'est l'espace et le temps qui ne sont pas absolus et qui bougent au cours du temps. Et c'est cette reformulation mathématique qui permet d'avoir un espace de Minkowski. Si le temps bouge au cours du temps, comment dire? Ok. Mais donc comme ça, il arrive à redéfinir sur un espace-temps fixe et plat, mais qui prédit exactement l'ensemble des observables à l'identique que le modèle de relativité générale. D'accord. Il n'y a que la différence, c'est quand on fait des perturbations du système, et c'est là où ça amène des différences notables. Alors... Non, mais alors je connais pas ce modèle mathématique du temps. Absolument. Mais il existe aussi de nombreux cosmologistes qui essayent de modifier la théorie de la relativité générale pour pareil, s'affranchir de la matière noire et de l'énergie noire. C'est quand même gênant, ça. C'est super gênant, ouais. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, voilà, d'un point de vue personnel, j'aimerais tellement que ça n'existe pas. Mais voilà. Encourager les mathématiciens. Absolument. Mais tu semblais dire deux choses, c'est-à-dire à la fois un espace fixe et un espace-temps. Donc l'espace de Minkowski, c'est une création mathématique. Oui, l'espace de Minkowski est une création mathématique, oui. L'espace à quelle dimension, l'espace-temps. Mais l'espace qui est donc statique, donc c'est l'univers qui serait statique et plat, Ouais. sans expansion. Et infini. Alors, vous avez dit qu'on ne savait pas si l'univers était fini ou infini. Qu'est-ce que ça veut dire, fini ou infini? C'est pas le fini et l'infini mathématique. C'est pas le fini et l'infini mathématique. C'est pareil, alors si on imagine ces histoires de multivers avec différents univers à différents endroits, je sais pas comment appeler ça, il faut bien qu'ils soient finis, sinon ils occuperaient tous Je tout. ne peux pas utiliser le mot d'infini ou fini pour l'univers. Parce que ça veut dire quoi? C'est pourtant la première question qu'on nous pose souvent. Est-ce que l'univers est fini ou infini? Enfin, il faut définir le fini et l'infini.
C'est fascinant pour les théologiens. Ouais. Pour les théologiens, c'est fascinant. Mais on a le sentiment que si on pose un Big Bang et donc un principe d'expansion à la racine, alors forcément on pose les éléments de la limite et de la finitude. Puisque ce qui démarre et s'accroît ne peut pas être infini, dans la mesure même où on pose qu'il commence et s'étend. Ouais, il pourrait s'étendre partout à la fois. Pardon. Sauf que l'expansion. Sauf s'il y a l'infini à la base. Dis-le plus fort. Sauf si ton univers est infini à la base. Tu peux. Le Big Bang, il n'a pas eu lieu à un point donné. En fait, c'est l'ensemble de l'espace-temps qui est condensé. Donc, c'est pas un point dans l'univers. Et puis, il y a une explosion dans du vide. Donc, on peut très bien imaginer un espace infini à l'origine avec une expansion. En fait, c'est juste que ça tire. Donc, effectivement, quelque chose qui faisait tout d'un coup 1 centimètre va mesurer 1 mètre. Voilà. Mais ça, c'est la théorie ancienne, c'est la théorie de Newton. C'est-à-dire qu'il y a un cadre infini dans lequel le monde est déployé, mais un cadre infini. Mais moi, il me semblait qu'avec la relativité générale et avec ce que ça nous avait apporté, c'était l'idée que l'espace étroitement solidaire du temps se déploie, mais pas dans un cadre initial. Il y a pas de cadre. Il crée le cadre en se déployant. Mais est-ce qu'il peut se déployer partout? Non, franchement. C'est la description c'est la métrique seulement qui se dilate, en fait. C'est ça qui est prédit par le maître, ces phénomènes-là, mais pas la taille. Par contre, il me semblait qu'il y avait quand même des expériences sur la courbure de l'univers. Parce qu'en 4 dimensions, on a quand même la possibilité d'avoir un espace plat, de type Minkowski, des espaces courbes, avec courbures positives et des courbures négatives. Exactement. Et il me semblait qu'on était plutôt de courbure positive, ce qui implique plutôt un univers fini. Mais c'est compatible avec plat. Ou alors je sais. Ou légèrement courbé, non? Non, bon. Je suis peut-être plus à jour. Il me semblait que c'était légèrement courbé. Ouais, les dernières. Plat peut être les deux. Fini, infini. Ouais, voilà, exactement. Et on est toujours compatible avec être plat. Alors. Question suivante. Toujours dans les suspicions, je reviens sur les multivers. On ne peut pas les prouver, mais est-ce que ça a été exploré par exemple sur la théorie de l'attraction, enfin sur les données de l'attraction, est-ce qu'il n'y aurait pas des possibilités d'avoir un modèle mathématique qui, entre plusieurs multivers avec des galaxies, qu'il pourrait y avoir des phénomènes d'attraction qui pourraient expliquer justement que certaines galaxies s'éloignent finalement et attirées par d'autres univers, et du coup il n'y aurait plus l'énergie noire, ça serait... Donc la question c'est, est-ce que... Vous pouvez le prouver que mathématiquement, faire avoir une théorie mathématique, en sachant que on connaît certains principes, on a une théorie de l'attraction, mais on observe quand même des éloignements. Donc ça veut bien dire que quelque part ça s'attire. Et ensuite le fameux autour de l'univers, l'horizon cosmologique. Non, la trace le rayonnement fossile. Le rayonnement, ça pourrait être aussi des frottements entre univers. Donc, résumer la question, est-ce que la possibilité de multivers pourrait expliquer certains phénomènes comme l'éloignement des galaxies et le rayonnement de fond cosmologique qui seraient des interactions entre plusieurs univers? Mais je pense qu'on pourrait essayer d'imaginer une nouvelle théorie, effectivement. Il y a les mathématiques qui pourraient à ce stade... Autant de théories sont possibles tant qu'elles sont correctes mathématiquement. Et si elles ne prédisent pas d'observables, si par contre si elles sont indistinguables les unes des autres, qu'elles
prédisent le fond de rayonnement cosmique, l'expansion, l'éloignement des galaxies des unes des autres. Pourquoi pas? Après, je saurais pas imaginer ce genre de théorie, mais... Plusieurs sphères, où dedans j'y mets des galaxies, avec des systèmes d'attraction, donc avec des mathématiques, j'imagine qu'on peut le faire, et l'ordinateur, et de faire ces calculs, voir si ça peut fonctionner. Je pense qu'il faudrait... Parce que c'est vraiment... Ça n'a jamais été fait, ça. Ça m'étonne. Pas que je sache, mais il faudrait... Parce que l'univers s'étend dans toutes les directions. Oui. Où qu'on regarde. Donc il faudrait vraiment que ces sphères autour de... Que tous ces univers autour d'une autre soient répartis, qu'ils tirent tous ensemble autant et dans la même... L'expansion, l'éloignement est linéaire de partout. L'éloignement est... Ouais, il est pas linéaire, il va de plus en plus t'es loin, plus ça va vite. Oui. Mais il est le même de partout. Dans toutes les directions. Et a priori, entre galaxies aussi. Mais Pas que entre nous et les autres, mais dans toutes les directions. faut quand même souligner un petit problème avec le modèle actuel, c'est que la gravitation, elle n'est pas une action alocale. Elle a besoin de l'espace-temps pour se propager. Donc s'il y a un phénomène d'attraction avec, par exemple, une autre galaxie, ça sous-entend qu'elle serait connectée par l'espace-temps. Mais si elle est connectée par l'espace-temps, c'est pas une autre galaxie, enfin c'est pas un autre univers, c'est toujours notre univers. Donc en fait, il faudrait imaginer des actions entre des univers dans lesquels il n'y a pas de support d'espace-temps qui permettent de communiquer. Alors ça serait complètement une autre physique et beaucoup plus difficile à décrire. Mais c'est pas juste une continuité des modèles actuels. Hein. Ça serait quand même assez radicalement différent. Une autre question. Alors, allez-y. On a vu avec toutes ces questions que en fait, l'univers pointe un peu du doigt le fait que la science a des limites. Qu'est-ce qui limite la science au final? Parce qu'on pourrait avoir plusieurs pistes. Par exemple, est-ce que c'est la subjectivité de l'être humain? Est-ce que c'est les méthodes scientifiques qui limitent la science? Ou est-ce que c'est la quantité de matière à étudier? Donc peut-être juste résumer la question. Donc la question est sur l'origine de l'univers, pointe sur les limites de la science. Donc quelles sont d'où viennent ces limites de la science? Alors, j'ai l'impression que c'est pas trop les limites techniques. À chaque fois qu'on a voulu vraiment faire une avancée technique, on a réussi presque. Alors, on peut pas tout, mais on peut quand même pas mal. Peut-être que la principale limitation, elle est humaine. Il faut imaginer des nouvelles mathématiques. C'est l'imagination, quoi. Il faut imaginer les nouveaux cadres théoriques, soit des nouvelles mathématiques, soit des nouvelles conceptions. Et peut-être que c'est ça la principale... Voilà, que pour l'instant, on n'a pas encore imaginé correctement une solution meilleure à la description du monde que le Big Bang, sans besoin de matière noire et d'énergie noire. Mais peut-être que dans 50 ans, vous rigolerez de ce qu'on considérait comme la vérité au jour d'aujourd'hui. Et du coup, ça serait une nouvelle branche, un peu. Alors, si c'est l'avenir de la science, ça serait un nouveau truc. Bah non, ce serait quand même, je pense, des physiciens et mathématiciens travaillant ensemble. Peut-être que j'ai pas bien compris la question. Ces limites ne sont pas vraiment limites. Est-ce que les limites sont vraiment limites? Ah oui, il y en a certaines qui sont vraiment limites. Par exemple, cette limite observationnelle, elle est vraiment forte. Ouais. Oui, certaines sont vraiment des limites. Et d'autres sont les limites de nos connaissances ou de notre compréhension actuelle. Ouais. Plusieurs types de limites. Voilà. Je trouve très inspirant, et peut-être c'est le cadre de ce cours qui est un cours aussi interfacultaire qui m'inspire. Et je rebondis sur la question de madame. Sur la Oui, parlez plus fort, on n'entend rien. Je rebondis sur la question sur la méthodologie. Je vois que selon le point de vue que l'on adopte, que ce soit les mathématiques, que ce soit l'astrophysique ou la théologie, et avec aussi la présence de monsieur qui est à cheval entre les deux disciplines,
recherche, est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis là-dedans pour qu'on puisse avoir non seulement ces dialogues, mais un travail transdisciplinaire. Donc la question, effectivement, toujours sur cette dimension méthodologique. Donc à l'heure actuelle, on est plutôt dans une épistémologie positiviste. Donc est-ce qu'il y a des réflexions plus largement en épistémologie, dans les domaines scientifiques, pour intégrer, pour résoudre ces défis peut-être de manière interdisciplinaire ou avec une autre épistémologie? Alors, pas trop à ma connaissance, ouais. Pas trop. Alors peut-être pas interdisciplinaire. Je suis pas. Bon, après, personnellement, je ne connais pas d'approche ou de recherche en ce sens. D'un point de vue culturel, alors ce qui est intéressant quand même, c'est que la recherche au jour d'aujourd'hui se fait à l'échelle complètement internationale et que donc les astrophysiciens avec qui nous on parle ont des cultures très très différentes et des façons de penser et de voir le monde aussi très différentes. Peut-être que ça sauve un peu. Le cadre de pensée est toujours un cadre scientifique. Oui. Ancré dans une épistémologie. Oui. Voilà, il n'y a pas de différence là, donc il n'y a pas une possibilité d'enrichissement sur la créativité. Alors, justement, à propos d'imagination et de créativité, ça peut quand même aider d'avoir... La diversité aide toujours. Donc effectivement, la diversité de points de vue, ce serait super. Je ne sais pas trop comment... C'est des pistes intéressantes en tout cas. Alors, deux dernières questions. Madame d'abord, puis monsieur. Madame? Plus fort. Je vais les faire courtes. C'était deux. En fait, il y en a une, c'est par rapport à... C'est un des champs de ce que vous observez au quanta et donc à l'univers quantique, au contraire au tout petit. Est-ce que, par rapport à une question qu'il y avait tout à l'heure sur ces nouvelles conceptions de l'univers, est-ce que dans l'univers quantique, on peut prouver que ces quantums de matière qu'on observe actuellement ont une vie déterminée par notre modèle actuel de conception de la naissance de l'univers, ou est-ce que ça pourrait être quelque chose, je veux dire, qui était généré avant peut-être le Big Bang et qui évolue d'une autre manière déjà qu'il a des comportements paradoxaux? Ça, c'est une première question. D'abord, on va répondre à cette question. Donc je résume juste la question, je te laisse répondre. Donc à partir de la physique quantique et des quantums, est-ce que les quantums, par exemple d'énergie, pourraient s'expliquer ou avoir été fixés en amont de l'existence de l'univers? Oui, sinon, je veux dire, est-ce qu'il serait un élément permettant de sauter dans cet inconnu, en tout cas d'extrapoler un... Est-ce qu'à partir de la quantique, on pourrait aller peut-être... Alors, ce qui est sûr, c'est que la physique des tout premiers instants de l'univers, c'est la physique quantique. Et alors, il y a plein de possibilités et d'ouverture et de nouvelles théories intéressantes. C'est le champ de la physique qui nous permettra de faire des progrès sur notre compréhension de ces premiers instants de l'univers. Et peut-être de ce qu'il y avait avant. Moi, j'ai du mal à y croire, mais encore une fois, c'est mon avis seulement, quoi. C'était juste la suite de madame, puisque en fait on est relié à la cour de théologie, en l'occurrence, c'est ce rapprochement pour changer de perspective. Est-ce qu'à part dans des livres qu'on peut lire à côté des cours qui rapprochent des réflexions, on va dire, de philosophes, de spiritualité différente avec des scientifiques, est-ce que ce dialogue véritablement pourrait être fructueux, parce que ça apporte justement des troisièmes perspectives, des changements d'angle, ce fait pourrait se concevoir dans une communauté plus approuvée scientifique? Donc la question, c'était sur
le dialogue justement interdisciplinaire. Et donc, est-ce qu'on pourrait imaginer un dialogue scientifique, par exemple, entre les théologiens ou entre d'autres disciplines et les astrophysiciens ou d'autres disciplines, qui permettrait d'enrichir les réflexions et toujours, effectivement, dans un cadre scientifique. Donc ça ressemble un peu à votre question, je crois en tout cas. Oui, il faut laissons-la répondre, laissons-la faire. Si le temps passe. Le problème, c'est que la science a des codes très, très stricts qui... On peut vraiment discuter avec des personnes et discuter de philosophie avec un astrophysicien. Mais par contre, si votre question c'est comment transférer ces questions philosophiques en questions scientifiques ou j'ai l'impression que ouais, la science est plus limitée. Enfin, on répond vraiment on essaye de trouver les meilleurs modèles qui prédisent ou qui expliquent le monde. Et il faut que les sujets d'études soient que les expériences soient reproductibles, etc. Et donc, ça ne s'applique pas vraiment ni à l'univers ni à l'apparition de la vie. On est déjà un peu limite quand on fait de la cosmologie, mais c'est un exercice intéressant. Je pense que voilà, les scientifiques les plus proches de ce que vous proposez sont certainement mes collègues cosmologistes. Ultime question. Non, mais effectivement, l'infini en mathématiques est une limite. Et c'est infini et puis c'est réglé, mais on tend vers l'infini. C'est la limite, quoi. Alors que là, on demande si un objet, l'univers, est infini. Non, mais ça, c'est sûr, ouais. C'est une question que je me suis beaucoup posée. Non, voilà. Et fini et infini, en astrophysique ou en cosmologie, ne veut pas dire la même chose. Voilà, exactement. Exactement. Eh bien, il nous reste à remercier très vivement Anne Véram, également Axel Bühler. Merci beaucoup. Un grand merci.
Nous avons pu voir aujourd'hui, alors que l'univers nous émerveille par tout ce qu'on y découvre, on a l'impression qu'il est toujours plus grand que tout ce qu'on pouvait imaginer. Et alors surtout ces dernières décennies, c'est vertigineux. Et en même temps, on rencontre des limites un peu partout, si bien qu'on est vraiment dans un autre contexte. C'est vraiment le sentiment que j'ai par rapport à Newton, à l'âge classique, et un contexte très énigmatique et très troublant. Pour la pensée. La semaine prochaine, nous retrouvons la théologie, nous entrons dans un deuxième moment de l'ensemble de ce cours. Je dis nous retrouvons la théologie, mais ce sera d'un juriste et théologien dont nous allons entendre parler, célèbre, et qui a beaucoup réfléchi sur la question des limites de la condition humaine dans les enjeux de la technique. C'est Jacques Ellul. Et c'est Fernand Salzman, qui est docteur ès lettres et qui prépare également actuellement un autre doctorat, qui va préparer un doctorat en théologie, qui nous parlera de Jacques Ellul la semaine prochaine. Donc à la semaine prochaine, portez-vous bien et nous serons heureux de vous retrouver.